Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat. Bienvenue sur ce plateau. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint à 20 minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions, réagir pendant l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag direct politique, ou sous votre vidéo pendant l'émission. Alors Catherine Morin-Desailly, la Commission européenne semble avoir accéléré la semaine dernière ses poursuites pour abus de position dominante contre Google, contre le moteur de recherche. Est-ce que d'abord c'est une bonne chose et est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un procès géant comme celui de Microsoft il y a quelques années ? Alors, il était temps, j'allais dire, parce que cette enquête, elle a été ouverte en 2010, suite à, bien sûr, des plaintes pour abus de concurrence. Dans nos rapports au Sénat, on signalait qu'il y avait tout de même urgence à accélérer la procédure. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde de l'innovation très rapide, qui est le monde du numérique. Et toutes ces entreprises qui sont les victimes de cet abus de position dominante ont à peine le temps d'émerger qu'elles peuvent mourir. Google, en d'autres mots, a pratiquement un droit de vie et de mort sur certaines entreprises dans la manière dont il fonctionne avec son moteur de recherche. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer concrètement ce que l'on reproche à Google ? En essayant peut-être de l'expliquer aussi aux non-initiés, même s'ils sont utilisateurs de Google, mais ils ne savent pas forcément toujours ce qu'on leur reproche. Bon, tout d'abord, je tiens quand même à dire que Google peut être considéré comme une belle entreprise qui a apporté un certain nombre d'innovations. Pour autant, c'est le premier des moteurs de recherche. C'est 90% de la recherche dans l'Union européenne. Et c'est un médiateur incontournable aujourd'hui pour tout à chacun qui a besoin de se renseigner, de s'informer, de réserver un billet d'avion, une chambre d'hôtel, commander un livre. Bref, pour les entreprises aussi qui ont besoin de leur publicité sur Internet. Et cette intermédiation obligatoire fait que ça crée une dépendance par rapport à ce moteur de recherche. Et que se passe-t-il ? C'est que Google, qui a au fur et à mesure de ces dernières années développé ses propres services, qui n'ont rien à voir avec le moteur de recherche, mais qui sont des services, on pourrait prendre par exemple Google Shopping, Google Flights, Google se sert de sa position, donc abus de position dominante, pour favoriser l'affichage en premier lieu de ses propres services au détriment d'un affichage neutre de l'ensemble des autres services concurrents des acteurs du secteur. En d'autres termes, si vous voulez réserver un billet d'avion Paris-New York, vous allez taper Paris-New York, c'est Google Flights qui va d'abord s'afficher après la publicité, avant même que ne s'affichent d'autres services concurrents européens ou même américains. Donc cet abus de position dominante et de cette violation finalement des lois de la concurrence a été donc identifiée à Bruxelles depuis maintenant plus de 5 ans. Elle a été identifiée aussi aux États-Unis, il faut bien le dire. La Federal Communication Commission, qui est l'instance de régulation des télécommunications, a bien identifié en 2012 ces pratiques. Mais aux États-Unis, Barack Obama a dit récemment que les Américains avaient inventé Internet, que c'était eux qui innovaient d'abord et que du coup, il était normal qu'ils en tirent bénéfice aujourd'hui. Il sous-entend qu'il y a du protectionnisme européen par rapport aux entreprises américaines. Je crois que nous ne faisons que défendre nos libertés. La liberté de créer, d'entreprendre, d'être acteur aussi de ce nouveau monde économique, de ce nouvel écosystème. Aujourd'hui, toute l'économie est numérisée et potentiellement numérisable. Ce sont tous les secteurs de notre industrie qui sont concernés. L'industrie numérique, ce n'est pas une industrie, ce sont toutes les industries. C'est le commerce, la banque, la finance, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation, bref. Tout est numérisable et numérisé. Si bien que nous devons réfléchir sur le marché unique numérique qui est l'ambition de l'Europe, de se densifier, de se diversifier. Allons-nous en être des consommateurs, des simples consommateurs ou des acteurs ? Mais l'Europe a tenté de lancer un moteur de recherche, par exemple, qui n'a jamais pris. Est-ce qu'on ne reproche pas à Google, finalement, son succès ? On peut reprocher à Google son succès. Pour autant, on peut aussi se dire que l'Europe a pris conscience trop tard
insuffisamment tôt, on va dire, de l'enjeu que représentait cette mutation numérique. Je crois qu'il est plus que temps que l'Union européenne se dote d'une stratégie en matière de numérique. Ça passe par différents modes d'action. Premièrement, régler ces problèmes de concurrence, accélérer les procédures qui gèrent la concurrence, c'est aussi traiter les questions de fiscalité inéquitable, c'est aussi avoir donc une gestion offensive de l'écosystème numérique, c'est aussi avoir un régime... Est-ce que ça veut dire mettre en place des barrières protectionnistes? Est-ce qu'on assume le fait de faire du protectionnisme dans l'Union européenne? Absolument pas. C'est en revanche assurer la neutralité du net. La neutralité du net telle qu'elle est définie, elle a été définie par l'ARCEP chez nous, mais au niveau mondial également. La neutralité du net consiste à transporter, c'est la neutralité à la fois des réseaux et puis des services et des plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout flux doit pouvoir être transporté de manière neutre, quel que soit son destinataire, quel que soit son expéditeur et quel que soit son contenu. Ça veut dire que quand vous n'avez pas affiché de manière neutre et parfaitement équitable l'ensemble des recherches que vous effectuez pour réserver un billet d'avion et que vous ne voyez que Google Flights en premier, et que vous savez que la plupart des internautes, 70% d'entre eux, ce sont les chiffres, se contentent de la première recherche et ne poursuivent pas, sans aller plus loin, que ne sont pas affichés les autres moteurs de recherche et du coup d'autres services concurrents, vous vous dites qu'il y a un abus vraiment de position dominante. C'est-à-dire qu'avec son algorithme, Google favorise ses propres services au détriment des autres. Et pardonnez-moi une question un peu de béotien, mais pourquoi on n'aurait pas un moteur de recherche qui serait un service public, de la même manière qu'on a en audiovisuel un service public, qu'on a en matière d'information avec l'agence France Presse un service public? Pourquoi pas un équivalent Google service public? Alors Google est sur le marché, hein, c'est un acteur extrêmement puissant, vous le savez. Moi je pense qu'il vaut mieux tenter de réguler les acteurs du numérique, de manière à pouvoir admettre que Google, c'est en quelque sorte une infrastructure incontournable désormais. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques une facilité essentielle, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer plus ou moins par Google pour atteindre toutes ces recherches. Alors Catherine Morin-Desailly, on l'a dit, l'Union européenne réagit puisqu'il y a une grosse procédure qui est en cours et qui est en train de s'accélérer, mais la France aussi agit. Vous avez déposé, c'est pour cela qu'on vous a invité, un amendement à la loi Macron sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances qui sera examiné au Sénat la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, dans votre amendement concrètement en quelques mots? Alors c'est en quelques mots, c'est premièrement s'attaquer au caractère dominant de Google en obligeant par exemple Google premièrement à afficher les autres moteurs de recherche que le sien quand s'effectue une recherche, de manière à ce que la recherche soit complètement neutre et équitable. Et puis, c'est aussi défendre le pluralisme et la diversité. C'est permettre à l'ensemble des concurrents de Google d'être directement affichés, de manière à ce que ça soit au bénéfice aussi du consommateur. Il faudrait que Google propose d'autres moteurs de recherche? Non, c'est-à-dire que Google doit ouvrir sa plateforme à ses concurrents. C'est-à-dire que quand un internaute fait une recherche, il pourra accéder à d'autres réponses proposées par les autres moteurs de recherche. Ça apparaîtra sur la page d'accueil de Google au même titre que les services de Google avec un système de fenêtres. Pour comprendre clairement, sur la page d'accueil de Google, il y aurait Yahoo, Bing et d'autres moteurs. Tout à fait. Ça, c'est pour défendre le pluralisme et la diversité. Deuxième point, on prévoit que Google ne pourra pas favoriser donc du coup ses propres services. Et troisième point, l'amendement interdit les clauses d'exclusivité imposées aux industriels. Par exemple, les fabricants de iPhone qui doivent utiliser absolument Android. Oui, les smartphones sur Android. Voilà. Donc ça constitue des systèmes verticaux qui font que le système est bloqué. Alors cet amendement, il est déposé plutôt par des élus UDI, UMP au départ. Il y a beaucoup d'autres à vrai dire, il est déposé par les présidents des commissions concernées,
le président de la Commission des affaires économiques, le président de la Commission des affaires européennes, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, parce qu'auparavant je siégeais au sein de la Commission des affaires européennes, et nous avons conduit nombre de rapports sur tous ces sujets. Donc c'est finalement la traduction d'un long travail, un travail de fond qui a été effectué. Est-ce que vous pensez avoir le soutien du gouvernement, tout simplement, pour qu'il soit intégré à cette loi Macron? Je pense que oui, parce que ça ne peut que servir que l'action du gouvernement qui plaide auprès de Bruxelles justement de pouvoir trouver une solution quant à cet abus de position dominante de Google. Et il faut avancer, c'est une première mondiale qu'une assemblée parlementaire légifère sur cela, mais nous sommes dans un calendrier qui est tout à fait pertinent, puisque vous savez que l'enquête se termine, l'enquête sur Google au niveau européen. Le 15 avril, elle pourra donner lieu à une communication des griefs et une procédure s'engager. C'est-à-dire qu'on va rendre public tout ce qui est reproché à Google au niveau de la confiance. Tout à fait. Parallèlement, en décembre dernier, 2 collègues députés européens ont proposé, formulé un projet de résolution qui a été adopté très largement par la Commission européenne. Que dit ce projet de résolution? Il va beaucoup plus loin que notre amendement en réalité, puisqu'il propose de démanteler tout simplement le système et faire en sorte qu'un moteur de recherche ne puisse pas disposer de Donc services connexes. Donc la France aide l'Europe en fait, oui, à travers la France, cette démarche, à travers cet amendement. Tout à fait, on est complètement dans une logique. Et cet amendement, s'il est adopté, qui se chargera d'imposer des sanctions et quelles seront-elles? Alors, je voulais compléter justement mon explication avec la réponse à votre question. C'est l'ARCEP, tout simplement, notre autorité de régulation, qui aura ce pouvoir de rendre ses obligations effectives. Si ce n'est le cas, bien sûr, elle aura également le pouvoir de sanctionner. Et les sanctions, quelles seront-elles? C'est une amende de l'ordre de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Alors on a quand même des internautes qui réagissent là en direct sur Internet, sur la faisabilité notamment et sur les pressions qu'aurait pu exercer Google. On a Doom qui vous demande, Madame la Présidente, depuis que vous avez présenté votre amendement, pouvez-vous nous dire si Google vous a appelé pour le retirer ou s'il a fait pression sur le gouvernement dans le même objectif? On sait en effet, dit-il, qu'aux USA, Obama a soutenu Google contre la FTC. Tout à fait. Je confirme que Obama a soutenu Google contre la FTC, puisque ce sont les révélations de vos collègues du Washington Street Journal. Wall Street Journal. Voilà. Non, Google n'a pas fait pression sur moi, si ce n'est que depuis que j'ai travaillé sur ce sujet depuis 2012, c'est vrai qu'ils cherchent régulièrement à me rencontrer. On sait que Google a organisé un lobbying extrêmement puissant auprès des pouvoirs publics, tant au niveau européen qu'au niveau français, du Parlement, du Mais vous avez toujours vos abonnements Internet. Je note que sur Twitter, oui, j'ai toujours mes abonnements Internet. Mais depuis samedi, je suis suivie par Google Agent. Et Google Watch. C'est-à-dire que je suis surveillée. Vous voyez, Internet, c'est un monde maintenant d'hypersurveillance et de vulnérabilité. J'alerte les internautes, justement. Il faut que nous nous rébellions contre cela. L'Internet, tel qu'il a été conçu à son origine, c'est un espace universel, neutre, ouvert et qui doit respecter les grandes libertés. Or, on rentre dans un système d'hypersurveillance. Voilà, je vous le démontre. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est la fiscalité. Google, c'est un peu cette toile d'araignée aussi qui capte de l'activité à travers le monde et notamment chez nous. Est-ce qu'on peut faire payer des impôts à Google en France ? Alors, dans des proportions qui se rapportent à son activité en France. Alors, il y a eu tout un processus, un travail qui a été fait au niveau de la fiscalité, notamment de la TVA, qui à partir du 1er janvier 2015, donc de cette année, et ceci est applicable de plein effet en 2019, qui resitue l'obligation de s'acquitter de la TVA en fonction du pays de l'utilisateur et non plus du pays du prestataire. Donc Google, on sait bien, est installé en Irlande. D'autres géants du net sont installés au Luxembourg. C'est en effet pour pouvoir se dispenser de payer une TVA. Oui, mais vous pensez que c'est possible, qu'on peut les contraindre à payer? Oui, mais il faut encore une fois une action
de l'Europe qui soit concertée et globale. Et ce sont aussi des questions qui se traitent dans le cadre de l'OCDE. Donc il faut que ce soit l'Europe qui prenne le leadership sur ces questions. On a aussi des internautes qui nous disent comment on va obliger Google à mettre les logos de ses concurrents sur sa page d'accueil, comment on va le contraindre à changer son moteur de recherche. Est-ce que la France seule est capable de le faire? C'est des questions qui émergent. Les internautes, si on fait tout ça, c'est pour des questions de loyauté et d'équité du marché numérique. Nous sommes rentrés de plein pied dans ce monde numérique. Donc il faut qu'il s'organise de manière loyale et juste et équitable. On fait ça aussi pour préserver la liberté des internautes. Parce que quand vous êtes conditionné à utiliser tel service pour réserver votre billet d'avion plutôt que tel autre, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de votre choix et vous n'êtes peut-être pas orienté vers l'offre la plus satisfaisante par rapport à ce que vous demandez. Donc il y a là une défense des grandes libertés qui est absolument essentielle et les internautes doivent aussi prendre conscience que dans un système tel que celui-ci, laisser un acteur majeur abuser de sa position ne peut être que nuisible, pardonnez-moi, à la démocratie. On l'a dit, la loi Macron va arriver cette semaine au Sénat. Est-ce que vous avez l'intention de la modifier en profondeur, comme l'ont déjà dit certains sénateurs de droite? Alors, je n'ai pas moi-même travaillé directement sur l'ensemble de la loi Macron. C'est mon collègue Vincent Capo-Canellas qui a présidé la commission dite spéciale. Cette loi a été, comme beaucoup de lois qui arrivent au Sénat ou qui partent du Sénat depuis le 1er octobre 2014, date à laquelle la majorité a changé. Cette loi a été bien sûr amendée par l'ensemble des collègues sur nombre de ces points. Vous savez que c'est une loi qui est quand même très protéiforme, qui concerne beaucoup d'aspects de notre vie économique. Et je sais que la version du Sénat, ce sera celle qui sera bien sûr proposée au vote des sénateurs qui ont entendu bien sûr M. Macron sur le sujet. La position du Sénat voulue par le président, c'est d'être dans une opposition constructive. C'est-à-dire que nous estimons que la situation est suffisamment grave en France pour que notre Assemblée elle joue pleinement son rôle. C'est-à-dire que la loi, elle s'en saisit utilement. Elle l'amende, elle la corrige, elle la réoriente, mais elle la vote. Est-ce que c'est le bon véhicule législatif, entre guillemets, pour cet amendement Google, la loi Macron, sachant qu'il y a une loi création qui arrive dans les prochains mois, qui aurait pu aussi convenir? Oui, mais la loi Macron, que s'agit-il? C'est de relancer la croissance, d'après ce que j'ai compris, libérer l'économie. Et on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que toute l'économie aujourd'hui est numérique. Toute l'économie est numérique. Et faire abstraction de cela dans la loi Macron est un manque. Hein. Toutes les sociétés aujourd'hui ont leur site. Toutes les sociétés aujourd'hui travaillent en utilisant bien sûr l'Internet. Donc si ce monde-là n'est pas régulé, eh bien on va bien voir que c'est pas comme ça qu'on va libérer la croissance et l'emploi et surtout soutenir nos entreprises. Or, que se passe-t-il avec cette histoire de Google? C'est que tout ça se fait au détriment de nos petites et moyennes entreprises européennes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens de la juste concurrence. Or, elles représentent quand même un certain nombre d'emplois, un certain chiffre d'affaires, et que si on ne s'empare pas du sujet, petit à petit, nous ne serons plus qu'une colonie du monde numérique. C'était le titre de mon premier rapport, rapport de 2013. qui mettait le doigt sur le fait que, sans s'en rendre compte, l'écosystème se construisait sans nous. Nous sommes très bons dans la fabrication de contenu, nous sommes très bons dans l'innovation, mais on voit bien que les deux bouts de la chaîne, de cette chaîne de valeur maintenant, eh bien, ce sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes qui les détiennent, ce sont les hébergeurs, les fournisseurs de contenu que sont les géants du net, et puis ce sont aussi les équipementiers asiatiques. Alors, Catherine Morin-Desailly, on va passer au deuxième chapitre de cette émission, c'est Radio France, puisque, encore une fois, la crise à Radio France dure aujourd'hui, 20e jour de grève. Vous êtes donc présidente, je le rappelle, de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat, et vous êtes en contact direct, certainement, avec Mathieu Gallet. Vous auditionnez d'ailleurs pas mal de protagonistes de cette affaire. Tout simplement, Mathieu Gallet doit-il partir aujourd'hui de Radio France? Il n'a pas lieu de partir. Je crois qu'il faut distinguer trois choses dans cette affaire de Radio France. Il y a la situation particulière de Mathieu Gallet qui a fait l'objet d'articles concernant... les accusations sur la rénovation. Oui, par exemple, la rénovation de son bureau. Quand on sait, il faut être juste, quand on sait que les travaux étaient lancés depuis très longtemps par son prédécesseur. Bon,
Il y a cette affaire Donc Mathieu il ne doit Gallet. pas partir aujourd'hui. Non, il n'a Ce n'est pas pas lieu. lui le problème, entre guillemets. Non. Ensuite, il y a la situation de Radio France. Radio France qui est dans sa situation de déficit budgétaire. Ce déficit, il peut être expliqué par deux raisons. Sans doute un certain nombre de réformes qui auraient dû être engagées beaucoup plus tôt. Comme il y a un rapport de la Cour des comptes d'ailleurs assez sévère sur le sujet. Comme l'a fait France Télévisions depuis 2009 et ça s'est accéléré depuis 2012. Comme l'a fait France 24, enfin France Média Monde, comme l'a fait la BBC, comme l'a fait la radio francophone belge. Bon, je vous donne des exemples parce que c'est dans l'air du temps. Mais aussi, la deuxième cause à ce déficit, c'est la baisse brutale des dotations de l'État à Radio France, comme il y a eu d'ailleurs à France Télévisions, qui a occasionné mécaniquement un déficit budgétaire de l'ordre de 21 millions d'euros. Donc face à cela, il y a une équation qu'il faut résoudre et donc il faut accélérer en effet les réformes. Mais Et le troisième niveau, c'est qu'il y a le problème donc, de Radio France qui doit être réglé. Et le troisième niveau, c'est que tout ça souligne qu'il y a des incertitudes dans la gouvernance des entreprises de l'audiovisuel public. Je m'explique. Mathieu Gallet a été désigné par le CSA sur la base d'un projet stratégique. Aujourd'hui, que lui arrive-t-il? Son projet stratégique est contesté ou est en débat avec la ministre de la Culture. La ministre de la Culture représente l'État actionnaire qui veut fixer sa feuille de route. Où se trouve la réelle indépendance? Et moyens est en train d'être rédigé pour les 5 prochaines années. Où se trouve la réelle indépendance des chefs Et alors, est-ce que c'est pas le cœur du problème, justement, puisqu'on a une entreprise qui est publique, donc l'État actionnaire, et on a le CSA qui nomme ses dirigeants, son président, pour des questions d'indépendance. Tout à fait. Donc il peut y avoir contradiction entre l'intérêt de l'État et le choix du CSA. C'est pour ça que cette loi de 2013 qui revenait sur la nomination des présidents de l'audiovisuel public, elle est inaboutie. C'est-à-dire qu'elle aurait dû prendre en considération, bien sûr, cette problématique de l'État actionnaire, de la feuille de route, qui paye commande, j'allais dire. Et on voit le côté bancal, en somme, le vice caché de cette loi dans la situation actuelle. Mais est-ce que vous approuvez l'intention qui consiste à rendre indépendant le choix du président, du PDG? Oui, bien entendu. Mais donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'avais fait une autre proposition qui n'était ni la nomination par le président de la République, ni la nomination par le CSA, mais la nomination par le conseil d'administration de l'entreprise. C'était une proposition que nous avions travaillée à l'époque, en 2009, dans le cadre de la commission pour la nouvelle télévision publique, dite commission Copé, qui garantissait là une vraie indépendance. Le CSA a annoncé aussi mercredi pour le renouvellement du poste de président de France Télé avoir reçu 33 candidatures. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du président sortant, M. Pflin? C'est un bon bilan quand on considère la situation dans laquelle il a pris l'entreprise. Quand je dis la situation, c'est la situation économique. Hein. Je rappelle que la présidence de Rémi Fimelin a coïncidé pratiquement avec cette crise de notre économie mondiale, qui a eu forcément des répercussions aussi sur l'entreprise, le contexte économique dégradé de notre pays. C'est un bilan comme l'exprime très bien Marc Schwartz, la personne qui a été nommée par Fleur Pellerin pour justement fixer la feuille de route et faire le diagnostic sur France Télévisions. Et comme l'explique très bien le rapport du CSA, qui a ses plus et ses moins. Dans ses plus, il y a l'accélération, la numérisation de l'activité de l'audiovisuel public, ce qui était un bien parce qu'on était très en retard. Il y a des économies certaines qui ont été réalisées, notamment à partir de 2012. C'est l'application aussi du plan de départ à la retraite. Il y a des mutualisations qui ont commencé à être effectuées. Alors bien sûr, il faut poursuivre. En revanche, il y a encore des progrès à faire, notamment, je pense à ce que doit être France 3, la problématique de la chaîne des régions. Elle doit être reprécisée. Le bouquet de chaînes doit être clarifié. Avec une chaîne aussi. de moins? Avec peut-être une chaîne de moins. France O? Oui, mais France O, c'est une chaîne des régions, quelque part. France O, France 3, pour moi, ce serait la même chose. Voilà quelque chose de fort qui pourrait aussi être proposé.
Est-ce que l'État, parce que vous êtes favorable à une baisse de la dépense publique, donc est-ce que vous êtes d'accord pour que l'État baisse son soutien à l'audiovisuel public? Alors non, dans ce sens que, je vais vous dire oui et non. C'est-à-dire que l'audiovisuel public, pour ceux qui nous écoutent nous comprennent bien, l'audiovisuel public est principalement financé et doit l'être complètement, à mon sens, par la contribution à l'audiovisuel public et la redevance, qui est une ressource publique mais qui n'est pas une dotation d'État. Parce que si c'est une dotation d'État comme il en demeure encore aujourd'hui, ça rend l'audiovisuel public dépendant finalement de l'État actionnaire. Donc être indépendant de par ses ressources publiques, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, quand c'est le cas en Allemagne, être indépendant financièrement, permet d'être indépendant éditorialement. Donc là est la véritable indépendance. Est-ce que la question de la publicité, comme autre recette, ne se pose pas à nouveau? Rappelons qu'elle avait été encadrée par Nicolas Sarkozy, notamment la pub après 20 heures. Voilà. Elle a été supprimée. Est-ce qu'il ne faut pas revenir là-dessus? Non, il ne faut pas revenir là-dessus, pour plusieurs raisons. Parce que l'audiovisuel public, je trouve, doit être libéré de la tyrannie des audiences commerciales, pour moi. C'est aussi ce que demandent TF1 et M6. Oui, mais aussi et surtout, c'est que le gâteau publicitaire, il n'a pas grossi, il a plutôt réduit. Et c'est toujours le même nombre de chaînes, voire plus, avec les chaînes de la TNT qui sont arrivées sur le marché, qu'il faut se partager. Or, on sait que la publicité vit aussi ses mutations et que le marché publicitaire le plus rentable aujourd'hui, il se fait sur Internet, sur les moteurs de recherche. Donc vous dites la redevance. Captent la valeur ajoutée de tout ce qui circule sur Internet. Internet. La redevance, la recette. La contribution à l'audiovisuel public a été réindexée en 2009. J'étais à l'époque rapporteur du budget. Mais ça, c'est le contribuable. Elle a été sensiblement réévaluée. Et depuis, elle a produit une hausse certaine des ressources pour l'audiovisuel public. Au fur et à mesure que les années vont passer, elle va forcément, ça fait un effet boule de neige, elle va s'accroître. Au demeurant, il y a une réelle réflexion à mener sur la contribution à l'audiovisuel public ou redevances, parce qu'on voit qu'avec la mutation des supports, la démultiplication des écrans, on ne regarde plus forcément la télévision sur son écran oui, il y a Internet. Une mission d'information, me semble-t-il, sur le financement de l'audiovisuel public qui est en cours. J'ai souhaité que notre commission travaille là-dessus avec la commission des finances du Sénat. Elle est en train de réfléchir à l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public. Est-ce qu'elle pourrait être élargie ? Alors, elle pourrait être élargie. On réfléchit, on regarde aussi ce qui se passe chez nos voisins allemands. C'est une contribution par foyer, tout simplement. C'est pas une contribution par support. En tout état de cause, par écran. En tout état de cause, il y a une vraie réflexion à avoir. Puis, le gouvernement a annoncé également une réforme de la contribution à l'audiovisuel public. Nous enquêtons d'abord et nous voulons formuler un certain nombre de propositions. Alors avant de passer au dernier chapitre de cette émission, on voulait élargir un petit peu et parler un petit peu de politique aussi avec vous. Vous êtes élu du Sénat, évidemment. Il y a eu beaucoup d'actualités au Sénat ces derniers temps, et d'actualités politiques de manière générale. Le Sénat, notamment, qui est à droite depuis septembre, a supprimé la semaine dernière la pénalisation des clients des prostituées, rétabli le délit de racolage. On a des internautes qui nous ont demandé cette semaine si vous étiez d'accord avec cette décision, si vous l'aviez votée. Moi, j'ai suivi Madame Joanneau, qui a beaucoup défendu ce texte pour la pénalisation. J'entends les arguments de ceux qui sont contre. Au demeurant, la prostitution, pour moi, reste une forme d'esclavage contre lequel il faut lutter. Pour moi, il y a des grands principes en matière de respect des droits de l'homme. C'est tout simplement pour ça que j'ai voté. Donc c'est un peu à contre-courant de votre famille politique aujourd'hui, puisque la droite a plutôt décidé de rétablir le délit de racolage. Je l'assume. Je l'assume. J'ai fait partie de cette délégation aux droits des femmes pendant quelques années. Et je pense que la position de Chantal Joanneau est la bonne. Autre actualité du Sénat, mais c'est la nature même du Sénat, qui est l'Assemblée des territoires. La réforme territoriale qui continue de faire débat, qui a fait débat pendant... On va l'éteindre. Oui. Voilà. La réforme territoriale qui n'est toujours pas votée, qui a été au centre de la campagne départementale. Qu'est-ce qu'il faudra faire un jour? Est-ce qu'il faudra supprimer un échelon territorial? Est-ce qu'il faut revenir à la réforme que la droite avait proposée à l'époque de Nicolas Sarkozy? Comment on en sort de cette histoire? Alors, l'élargissement des régions a redonné une pertinence au département. La réforme territoriale, elle passe d'abord et surtout par une
clarification des compétences et une répartition très claire des compétences pour éviter les doublons. C'est pas évident pour l'instant. Non, c'est ce à quoi on a essayé de travailler au Sénat. Les grandes régions, chargeons-les de tout ce qui est stratégique, le développement économique, la planification, la formation, les grandes infrastructures. Les départements, gardons-leur un rôle très spécifique de solidarité humaine, les solidarités humaines et territoriales, l'accompagnement aussi des communes, la gestion de la proximité, par exemple à travers le maintien de la gestion des collèges. Ainsi déjà, en simplifiant et séparant les compétences, on identifie bien qui fait quoi et on évite les doublons. Maintenant, dans les années qui vont venir, les intercommunalités vont être amenées à se renforcer, mieux faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, sur le principe de la subsidiarité. Mais on voit bien que les difficultés budgétaires que rencontrent les communes, suite notamment aux baisses de dotation de l'État, elles sont amenées de plus en plus à travailler en réseau, mutualiser leurs services et coopérer. Donc il y aura un renforcement certainement de l'intercommunalité. La disparition des départements est une vraie question. Je pense qu'elle est de côté désormais parce qu'on s'est bien rendu compte que gérer l'incendie et le secours, gérer toutes les aides sociales, ce ne sont pas les intercommunalités qui pourront porter, elles ne sont pas assez musclées. Elles ne pourront pas porter ces compétences. Est-ce que finalement les grandes régions n'ont pas rendu le département définitivement indispensable? C'est ce que je vous disais en préambule, ce que j'essayais de démontrer. Maintenant, il faut une répartition des compétences au niveau de collectivité. C'est ce qui va aussi permettre de clarifier l'action publique. Parce que si tout le monde fait tout, bien entendu, c'est le parcours du combattant pour celui qui va aller chercher des subventions et le citoyen ne s'y retrouve plus. Là, on identifie très clairement le rôle de chacun. Alors les régionales, c'est en fin d'année, en décembre. L'UDI va lancer sa campagne avec Chantal Joanneau en Ile-de-France. Est-ce qu'il n'y aura pas d'accord, contrairement au départemental, entre UDI et UMP pour ces élections? Je pense qu'il y aura un certain nombre, une majorité d'accords. En tout cas, moi, dans ma région, qui est la Normandie, je le souhaite, parce qu'on a montré avec les départementales que associer nos différences avec l'UMP, c'est ce qui permettait de porter l'alternance. Tout ça est en cours de préparation au sein de notre formation politique. Nos têtes de liste ont été désignées dans l'ensemble des grandes régions. Dans ma région, c'est Hervé Morin. Il y aurait 3 têtes de liste centristes, si on a bien compris Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Il y aurait une répartition sur 13 régions, 3 têtes de liste centristes et 10 têtes de liste dont Hervé Morin en Normandie, que nous recevrons la semaine prochaine. Les règles des primaires ont été dévoilées aussi, les règles des primaires de l'UMP ont été dévoilées la semaine dernière. Il semble que le centre soit en voie également de s'associer à ces primaires pour l'instant. On a des internautes qui vous ont demandé est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de s'associer aussi à la primaire de l'UMP en 2016 et est-ce qu'on risque pas de diluer une victoire ou un score dans la victoire de l'UMP en 2017 ? Il y a deux alternatives. Soit nous ne participons pas à la primaire et nous présentons un candidat. On a un internaute qui nous dit un Jean-Christophe Lagarde ou même un François Bayrou éventuellement dans un match où on connaît déjà les 2 favoris, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour la primaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Écoutez, moi je pense que face à la menace du Front National, aujourd'hui, on a démontré avec les départementales que d'emblée rassemblés, on faisait basculer les choses, on occasionnait le changement. Donc moi, je serais plutôt partie prenante d'être participant de la primaire, le centre très largement concerné, de manière à ce que chacun puisse exposer sa propre vision des choses. Et après, il y a une forme d'association qui permet à chacun d'exister à travers la candidature à la présidentielle. Mais au bout du compte, ça reviendra au même. Quitte à soutenir dès le premier tour, du coup, un candidat qui peut avoir un discours très droitisé, qui ne correspond pas forcément à celui porté par le centre. Certes, mais il y a là un enjeu à bien mesurer qui est lié principalement à la menace que constitue le Front National, très clairement.
On passe aux 5 dernières minutes de l'émission. C'est la dernière séquence habituelle. On va prendre 4 actualités de la semaine qui vient de s'écouler. On va vous demander de la commenter. C'est Michel qui pense. Je reviens sur jeudi dernier. Donc c'était l'élection des présidents des conseils départementaux nouvellement élus. Il y a eu tout un débat sur la féminisation. On a la parité dans les assemblées, mais encore peu de présidences femmes. Donc, alors, est-ce que vous dites c'est un phénomène naturel parce qu'elles viennent d'être élues, donc on ne va pas se retrouver présidente du jour au lendemain, ou est-ce que vous dites au terme de leur mandat, là il va falloir batailler sec pour qu'il y ait des femmes présidentes? Il y a de ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la parité, elle ne s'applique effectivement qu'à partir de maintenant. Donc le vivier des femmes, il est en train de se constituer. Au demeurant, il y avait quand même des femmes qui siégeaient dans les conseils départementaux. Il est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir un petit peu plus de candidatures féminines. Mais on retrouve ce pourcentage au niveau des maires. Les maires, moi dans mon département, femmes représentent 10 à 12% des premiers édiles des communes. Donc on voit qu'il y a encore un gros travail à faire. On a l'impression que si les partis ne sont pas obligés, finalement il n'y aura jamais de parité. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc il faut les contraindre. Il faut les contraindre dans un premier temps. Certains sont contre les quotas. On peut être contre les quotas dans l'absolu. Moi, je le suis. Au demeurant, on se rend compte que s'il n'y a pas un aiguillon et un coup de pouce, on a du mal à faire avancer les choses. Ça, c'est certain. Les femmes ont aussi le plus souvent intégré l'idée qu'il fallait absolument avoir fait ses preuves, être compétente, avoir fait telle étude, avoir exercé tel mandat préalable pour justifier d'une possible candidature. Je ne pense pas que les hommes se posent autant de questions très clairement pour pratiquer l'ensemble de mes collègues. Bon, au demeurant, il y a aussi l'homme ou la femme de la situation, homme ou femme, qui est le plus à même de conduire une collectivité de par son expérience, de par son implantation, de par aussi sa volonté de s'engager, parce que tout ça, c'est une affaire d'engagement 24 heures sur 24. Donc, ce qui a fait beaucoup de bien à la parité, c'est la manière dont la loi a été complétée, la loi initiale de 2000, qui a précisé que la parité devait également s'exercer dans les exécutifs municipaux. Parce que c'est en exerçant des responsabilités dans les exécutifs municipaux que progressivement les femmes sont habituées à prendre des responsabilités et que naturellement, elles vont même plus se poser de questions et candidater aux législatives, aux départementales ou aux régionales. Alors on passe à samedi. Dalil Boubaker, qui est le recteur de la mosquée de Paris, a marqué les esprits au congrès de l'UOIF en réclamant le doublement du nombre de mosquées en France. Et Florent Philippot, donc du Front National, a réagi hier en affirmant que toutes les mosquées ne sont pas des lieux de radicalisation, mais que 100% des lieux de radicalisation sont des mosquées. Des propos qui ont fait polémique. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Oui, moi je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je trouve que c'est malheureux de profiter toujours de ces déclarations pour polémiquer inutilement, alors qu'il y a une vraie question à se poser. Moi j'estime qu'il vaut mieux avoir des lieux de culte où celui-ci s'exerce justement de manière encadrée, de manière claire, visible. Il ne faut pas confondre le lieu et puis peut-être la manière dont l'islam est structuré. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la formation des imams. C'est plutôt aussi à ça qu'il faut s'attacher, de manière à ce qu'en France puisse exister un islam qui soit respectueux des principes de notre République, dont le principe bien sûr, de laïcité. Plus de lieux de culte ne vous semble pas d'abord choquant et ensuite pourrait même être... Voilà, mais la vraie question, parce que nous sommes posés, moi, au sein de ma municipalité, la vraie question, c'est la problématique du financement. La loi de 2005 sur la laïcité ne permet pas au pouvoir public de financer les lieux du culte. Donc il y a toujours cette problématique de fonds étrangers qui viennent qui peuvent venir financer ces lieux de culte, et ces fonds étrangers, on n'a pas toujours l'assurance. Permettre éventuellement à la puissance publique. Il faut un processus extrêmement transparent sur le financement de ces lieux de culte, de manière
manière à se prémunir justement de toute forme de Comme ce que fait Jean-Christophe Lagarde à Drancy, tout à fait. Où la ville finance et ensuite loue la mosquée. Oui, il faut se prévenir, en tout cas je reparle du financement des constructions, il faut se prémunir contre des financements occultes qui seraient justement des financements tendant à instaurer des lieux de radicalisation. Autre actualité politique de ce samedi, un groupe d'écologistes proches du gouvernement s'est réuni à l'Assemblée nationale pour créer une sorte de confédération. Alors vous, de votre point de vue, vous qui êtes à l'UDI, on le rappelle, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il y a des écolos, on va dire, responsables, pardon, je cherche mes mots, responsables qui s'associent au gouvernement, ou est-ce que ça vous fait rire de voir ces écolos essayer de trouver un poste ? Tout ça, ça souligne quand même l'affaiblissement considérable du mouvement appelé Europe Écologie Les Verts. Et puis ça souligne aussi les graves dysfonctionnements et déchirements de l'actualité gouvernementale depuis l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Donc on voit bien que ce sont des mouvements politiques qui se cherchent. J'avoue mon grand étonnement quand je vois Europe Écologie Les Verts s'associer au Front de gauche pour les élections départementales, quand ils ne sont d'accord sur rien, sur par exemple l'Union européenne. Donc on voit que c'est un parti plutôt aux abois. Au demeurant, je trouve plutôt responsable, si j'étais dans leur camp politique, de se dire la situation est si grave en France que plutôt que de critiquer, il vaut peut-être mieux agir. Ça peut être considéré comme une position de responsabilité. Et dernière actualité, hier, et dernière polémique autour de la RATP et des fameuses affiches pour un concert en soutien aux chrétiens d'Orient. Est-ce qu'on n'est pas dans une interprétation excessive de la laïcité ? Tout à fait. Moi, j'ai dénoncé cela. Je trouve qu'on assiste à un drame humain, un génocide culturel, avec ce massacre des chrétiens d'Orient de par le monde. On a eu encore avant-hier un exemple absolument terrifiant. Et en voulant bannir la mention chrétien d'Orient, le concert était donné au profit des chrétiens d'Orient qui sont contraints pratiquement de prendre les armes pour leur survie. Je trouve que c'est fermer les yeux de manière, voilà, un drame humain, et je trouve ça irresponsable. Et je trouve que la décision de la RATP de revenir sur cela est une bonne décision. Eh bien, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Catherine Morin-Desailly d'être venue sur ce plateau répondre aux questions de la rédaction et aux questions des internautes. Merci messieurs pour votre participation. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, restez connectés.